Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Le jour de son anniversaire, la justice a rattrapé l'ex-prince Andrew. Il a été donc menotté, amené au poste, finalement libéré dans les dernières heures. Bonjour Stéphane. Salut Alexandre. 11 heures au poste de police, au commissariat de police, en compagnie d'enquêteurs qui l'ont probablement questionné sur de nombreuses affaires, libéré dans des circonstances où on présume que ce n'est que le début d'un processus d'enquête. Et la photo qu'on a eue à sa sortie dans l'auto, où clairement il essayait d'éviter les paparazzis, donne l'impression, et on peut le comprendre, d'un homme traqué, hagard, regard fuyant. Regarde ça comme il a l'air à halluciné. L'aise. On dirait qu'il se fait poigner les culottes baissées. En fait, je pense que ça fait de nombreuses années qu'il y avait un risque d'être pris les culottes baissées, mais dans le cas qui intéresse la police anglaise, ce n'est pas le fait qu'il ait eu sa fermeture éclair descendue ou pas qui retient leur attention, parce que c'est de vraies questions. Comment se fait-il que pendant tant d'années, autant de femmes aient été entendues, aient dit ce qu'elles ont dit, particulièrement Virginia Giuffre, l'Australienne, et que ça n'ait pas davantage intéressé les policiers anglais? Or, depuis quelques semaines, à la suite de la publication des 3 millions de documents, on a compris que au-delà de ce qu'on lui reprochait dans ses activités sexuelles, c'est surtout ce qui semble faire mal, le fait qu'il aurait partagé des informations sensibles, secrètes avec Jeffrey Epstein. Mais ça ouvre 1000 questions, cette affaire-là. On a commencé à en parler hier matin. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'une des affaires qui a été soulignée de nombreuses fois depuis hier, c'est que la famille royale disait vouloir collaborer, demandait la transparence, avait été, pour certains, exemplaires. Or, ont-ils franchement été exemplaires ou est-ce que la famille royale et le patron, le roi, ne fait qu'appliquer les règles de la réelle politique lorsqu'acculés, ils ont pris la mesure qu'il n'y avait plus d'échappatoire? Parce qu'on l'oublie peut-être, il y a d'abord eu un règlement hors cours entre le prince Andrew et Mme Giuffre en 2022, février 2022, si la mémoire me sert bien. Alors, le montant, c'est une entente secrète. Il y a eu beaucoup de spéculations. Certains parlent de 3 millions de livres, c'est plus de 6 millions de dollars canadiens, d'autres de 12 millions de livres, financés en partie à même la cassette de la reine et de son mari, Charles à l'époque. C'était un prêt, disait-on, pour permettre à Andrew de se désembourber. Mais si on est prêt à financer le silence de quelqu'un, c'est bien parce qu'on soupçonne qu'il y a quelque chose de grave. En fait, ça a été une stratégie de chirurgie à répétition pour éviter que la gangrène ne tue la maison royale. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut plaider la surprise ou l'envie de transparence quand cette affaire-là pourrit la vie de la famille royale? Évidemment, il faut comprendre qu'il y a la vie de plusieurs personnes qui ont été pourries en amont, mais depuis 2011, je t'en parlais, la photo qui montrait côte à côte Jeffrey Epstein et Andrew à Central Park après qu'il ait eu plaidé Epstein à des accusations réduites de sollicitation, il était clair que Andrew savait exactement à qui il avait affaire, que leurs relations dans le temps se sont poursuivies. Et la Maison royale a, à répétition, je parlais de chirurgie, pris ses distances, mais certainement fait la démonstration qui soupçonnait que ça sentait le poisson pourri. Quand tu choisis de le dégrader militairement, quand tu retires le prédicat, donc son Altesse royale, c'est que tu te dis, il y a quelque chose qui justifie qu'on agisse. Quand tu l'expulses de l'enceinte de Windsor, où il avait sa maison, le Royal Lodge, c'est aussi que tu crées de la distance et que tu veux montrer que tu comprends qu'il y a quelque chose qui a anguille sous roche. Puis si ce n'est pas anguille sous roche, tu peux imaginer que ce qui était dans les pantalons de M. Andrew est peut-être ce qui était sous roche ou de moins en moins sous roche. Et la famille royale ne peut pas plaider, je dirais, l'ignorance, sinon qu'à répétition, ils ont agi
peut-être, pensait-il, pour le mieux de tous, mais moi, je pense qu'au contraire, c'est l'avenir de la famille royale qui inquiétait le roi, qui inquiète aujourd'hui encore le roi, ce qui arrivera à son fils, William, qui sera le prochain en ligne, et de la crédibilité de l'institution auprès des Anglais. Et je ne suis pas sûr qu'à travers tout cet exercice, quand on voit la conclusion, et si on tire le petit fil, c'est exemplaire. Parce que s'il n'y avait eu rien à reprocher à Andrew, pourquoi l'avoir, encore une fois, dégradé? Pourquoi lui avoir retiré son titre d'Altesse royale? Pourquoi l'avoir expulsé? Pourquoi avoir créé la distance? Et surtout, pourquoi avoir créé les conditions qui font qu'aujourd'hui, ce n'est plus un membre de la famille royale qui est devant la justice, mais un citoyen comme les autres. Ouais. Ben, ils l'ont visiblement protégé, là, Stéphane, jusqu'à ce que ce soit intenable. Maintenant, l'autre grande question, c'est quelle est la suite? Quelle est la suite pour lui en Grande-Bretagne? Mais est-ce que ça ouvre la porte aussi? Est-ce que, je ne sais pas, moi, les autorités américaines, où on le force à témoigner aux États-Unis? C'est une des choses, évidemment, qui doit être angoissante parce que la justice américaine, si elle devait lui mettre la main au collet, serait sans doute plus implacable. Quoique, j'en sais strictement rien, parce que la justice américaine, en ce moment, agit de façon spécieuse, c'est peut-être ce qu'on peut dire de plus sympathique. Hier, le président Trump déplorait cette affaire en disant c'est triste, très triste, beaucoup triste, et en particulier pour le roi, qui l'attend pour une visite officielle aux États-Unis. Ça aussi, ça pèse lourd dans le protocole. Quand il dit c'est triste, ce qu'il parlait de monsieur l'ex-prince, de Andrew Mountbatten-Windsor, ou de son nouveau meilleur ami, le roi, en soulignant que à l'époque où il était vivant, Epstein, il n'y avait pas ce genre d'accusation où on n'était pas du tout dans ce genre de plainte. Je pense que là aussi, c'est une mémoire très sélective qui est à l'œuvre, mais c'est évident qu'il doit y avoir des gens aux États-Unis qui font enquête et qui seraient peut-être curieux de ramener monsieur le prince ou l'ex-prince, encore une fois, aux États-Unis. On sait qu'il est demandé pour témoignage au Congrès, comme le sont et le seront d'ailleurs, entendu, les Clinton la semaine prochaine. S'il mettait un pied aux États-Unis, je pense qu'on en parlait hier matin, évidemment, les chances qu'on décide de l'arrêter sont plus grandes. Les procédures d'extradition, c'est très complexe et le Royaume-Uni, même avec les États-Unis, est généralement pas très, très, très collaborateur pour des raisons simples. Ils estiment que leur justice est à la hauteur et donc qu'ils aiment traiter les affaires chez eux. Mais ce qui est absolument certain, c'est que pour les prochains jours, semaines et mois, l'affaire Andrew va nous occuper beaucoup parce que pour l'instant, il y a davantage de questions soulevées qu'il y a de réponses données. Qu'est-ce que tu retiens par ailleurs de la première rencontre du Conseil de la paix, hein, cette espèce de comité mis sur pied par Donald Trump en ce qui concerne Gaza? Ça se passait à Washington. Je retiens que Andrew a volé la vedette à Donald Trump. C'est vrai. Et qui n'a pas l'habitude de se faire voler la vedette. Il avait réussi à faire déplacer une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies qui devait avoir lieu hier et de la déplacer à mercredi, justement parce que l'ONU ne voulait pas faire d'ombre au nouveau truc du président. Je retiens d'abord que ça a été un spectacle hallucinant. Je ne sais pas si tu t'es donné la peine d'écouter. Moi, j'ai écouté à peu près in extenso et de voir autant de ministres, de présidents et de premiers ministres souligner la grandeur du président. C'est quasi caricatural. Tu aurais l'impression d'être dans une mauvaise série, peut-être qui veut témoigner de ce que le patron fait l'unanimité et qu'on est tous devant lui à plat ventre, c'était le spectacle. Le mot le plus prononcé, ça a été président, devant Gaza et devant paix, je pense. Il y a eu une étude lexicale qui a été faite. Beaucoup de merci. En fait, je pense que tout le monde a remercié, des fois jusqu'à 4 fois le président pour son bon travail. Alors, soit, une fois que je me suis amusé à dire tout ça, il y a des résultats. Je veux dire, en ce moment, à Gaza, on pourrait dire c'est moins pire que ce l'était. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle de dire moins pire, mais c'est peut-être une moins mauvaise nouvelle.
excuse-moi, mais c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que les opérations militaires débridées israéliennes ont stoppé. Il y a encore des interventions, il y a des frappes. Il ne faut pas penser que rien ne se passe militairement. Mais depuis octobre dernier, il y a une paix relative et fragile. Alors, ce qu'on a appris hier, c'est qu'il y avait des milliards de promis pour construire une espèce d'Eldorado quand on voit les images, parce qu'il y avait des films, évidemment, on fait des projections avec à l'horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, un paysage qui se redessine à Gaza, des gens souriants qui ont une vie normale, parce que c'est possible de l'imaginer. C'est évident que plus on investira, si on le fait, plus il va y avoir des gens qui auront intérêt à ce que la guerre ne redémarre pas. Parce que si tu mets 15, 20, 30, 40 milliards en infrastructure, ben ce sont, pardonne l'expression anglaise, des stakeholders, des gens qui auront misé leurs billes, qui ne voudront pas que la bisbille ne reprenne. Alors ça, peut-être que c'est une bonne nouvelle. Ce qui est intéressant quant à moi et qui est le plus engageant, c'est qu'il y a 5 pays qui acceptent de déployer des soldats pour maintenir la paix, pas pour désarmer le Hamas, parce que à cette question, on n'a pas de réponse, mais il y a le Kosovo, l'Albanie, le Kazakhstan, le Maroc et l'Indonésie, grande puissance musulmane, qui se sont engagés à déployer des soldats. C'est une décision politiquement difficile. D'ailleurs, ce ne sont pas des régimes parfaitement démocratiques qui ont eu la marge politique pour annoncer qu'ils déployaient des soldats à Gaza. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée à toi.